Alors, c'est très difficile de passer après le professeur Zapsoré qui a fait vraiment une communication magnifique. Je ne sais pas si j'ai quelque chose à dire. Elle a pratiquement tout dit sur le lupus. J'ai ce privilège donc de poursuivre après elle et de parler d'un sujet qui n'est pas facile en Afrique, c'est-à-dire les enjeux et les défis en Afrique subsaharienne face à cette maladie de lupus érythémateux systémique. De quoi parlons-nous? Alors, comme le professeur Zapsoré l'a bien montré, c'est une maladie complexe. Alors, les plus anciennes traces connues de la maladie a été retrouvée en Amérique du Sud en 890 avant Jésus-Christ. Bien sûr, à cette époque, on ne connaissait pas la maladie, mais grâce à la datation carbone sur une momie péruvienne, on a pu retrouver cette maladie chez Jules Billette d'une vingtaine d'années. Mais l'histoire du lupus, on la doit à ce grand médecin dermatologue, Pierre-Louis Alvé Cazenaz, qui a été le premier à décrire la lésion érythémateuse du visage. Il l'a appelée à cette époque l'érythème centrifuge. Il s'est appuyé sur les écrits de son maître, le docteur Biette, pour pouvoir décrire cette lésion en 1833 et en 1855, il lui donne le nom de lupus érythémateux. Je n'ai pas retrouvé l'article où il précise le nom de lupus, mais j'ai retrouvé la volue publiée ici où il décrit cette lésion. Il s'agissait donc d'une jeune femme qui présentait une éruption cutanée, des sécrétions onctueuses, tellement petit, on a du mal à lire, vous me suivez, abondante, qui ne tarda pas à se transformer en une couche épaisse, adhérente, brunâtre et couvrant comme un masque toute la partie supérieure de la face. Comme l'a dit Joël, le nom de lupus vient bien sûr de gelou, mais surtout du masque de carnaval, et vous pouvez bien voir ici cet aspect particulier qu'on retrouve sur le visage du loup, qui a été représenté dans ce masque et qu'on retrouve au niveau de l'érythème de la face. Les dermatologues puristes vous diront que l'atteinte des paupières, il faut se méfier, mais c'est cet aspect particulier qui a été rattaché au masque du loup et qui a donné le nom de lupus. Après Cazenaz, on doit l'évolution de la maladie à Monsieur Maurice Kaposi, dont vous connaissez la maladie de Kaposi, mais il a également eu le privilège et le grand honneur de pouvoir montrer que le lupus est une maladie systémique. C'est lui qui a décrit les manifestations non articulaires, comme nous a dit notre maître, qui accompagnaient la lésion cutanée. Et donc, c'est en 1880 que le lupus est devenu une affection dite systémique. Puis est venu plus tard Monsieur Malcolm Hargrave, qui lui a mis en évidence la composante immunitaire du lupus. Et il a mis en évidence cette fameuse cellule LE pour lupus érythémateux, qui est une cellule spécifique, et on la retrouve ici. Il s'agit donc d'une cellule phagocytaire qui a phagocyté un lymphocyte et qui prend cet aspect en coloration de Gemsa. Et donc, à partir de 1940, on a commencé à comprendre que cette maladie, qui était systémique, connaît une participation immunitaire active. Je n'ai pas trouvé la photo de John Beck, j'ai cherché sur Internet, mais malheureusement je ne l'ai pas eu. Et c'est le premier auteur qui a montré que la composante immunitaire était auto-immune. Et donc, c'est en 1963 qu'il a mis en évidence la présence d'anticorps dirigés contre les éléments du noyau avec différentes présentations homogènes, mouchetées et nucléaires. Finalement, comme l'a montré le professeur Zapsoré, de quoi parlons-nous? Nous parlons donc d'une maladie inflammatoire chronique, systémique. C'est une maladie
qui se caractérise par des auto-anticorps dirigés contre les éléments du noyau cellulaire et qui a une expression très polymorphe, comme l'a montré le professeur Zapsoré tout à l'heure. Que savons-nous en Afrique subsaharienne de cette maladie? Alors ça a été l'une des curiosités quand j'ai préparé ce travail et le professeur Zapsoré a montré ces belles diapos. Très peu de données en Afrique. Aucune donnée quand on regarde les travaux internationaux. Du moins, c'est l'impression que l'on a en termes de prévalence ou en termes d'incidence. C'est comme si le continent africain est oublié, alors que la plupart des travaux montrent que la maladie est plus sévère chez l'afro-descendant ou chez le noir. Qu'est-ce qu'il en est réellement donc pour nous en Afrique subsaharienne? Alors, beaucoup de séries de cas. En fait, la maladie, elle est bien connue en Afrique subsaharienne. Nous n'avons pas l'opportunité de publier des grandes séries ou d'avoir des enquêtes en population, mais comme vous pouvez le voir ici, ici c'est une étude du Bénin. On a des études faites au Niger, en Afrique du Sud, au Bénin encore ici, Bénin, Afrique de l'Ouest. Bon, bref, en tout cas, dans toute l'Afrique subsaharienne, la maladie est connue et bien décrite. Donc, il manque peut-être des informations en termes de données épidémiologiques en population, mais en termes de données hospitalières, nous avons beaucoup publié sur cette maladie. Elle est très bien décrite et donc l'Afrique n'est pas épargnée. Il y a peut-être 3 faits importants. Le lupus n'est pas si rare en Afrique et dans ce papier, on se rend bien compte, les zones en rouge ici, c'est les zones où les séries ont été décrites et où la mortalité est même importante dans ces séries. En Afrique du Sud, bien décrite, le golfe de Guinée également bien décrite. Et donc, on pense que le lupus n'est pas si rare et qu'il a une forte mortalité. Et bien sûr, l'un des faits importants, la prédominance féminine avec un sexe ratio en faveur de la femme de 9 femmes pour un homme. Autre donnée en Afrique subsaharienne, je ne vais pas insister dessus. Le professeur Zapsoré a présenté ce même travail où dans cette méta-analyse, il montre que la prévalence atteint pratiquement 2 pour 100 000 habitants. À quoi sommes-nous confrontés en Afrique subsaharienne? Nous sommes donc ainsi confrontés à une maladie qui semble être méconnue, qui touche la femme en âge de progrès entre 20 et 40 ans, mais avec des extrêmes qui peuvent aller jusqu'à 60, voire même 80 ans pour certaines séries. C'est une maladie qui est grave et mortelle, avec des manifestations cliniques polymorphes, qui semblent être sous-diagnostiquées et dont le traitement disponible est le traitement immunosuppresseur conventionnel. Ceci dit, l'Afrique subsaharienne, la maladie se caractérise par des enjeux donc promotionnels. La maladie est méconnue des praticiens. Dans ce papier publié par l'équipe de Cotonou, où ils ont essayé d'étudier les attitudes, connaissances des praticiens hospitaliers, des généralistes, ils ont montré que le niveau de connaissance était très bas. Vous voyez que 8,8% ne connaissaient rien sur la maladie, à peu près 90% avaient des connaissances faibles, et quand on regarde des bonnes et très bonnes connaissances, et des tout petits effectifs, parfois personne n'avait un niveau de connaissance suffisant de la maladie. Le niveau de connaissance évoluait donc, là, toujours dans ce même papier, on voit que en 2008, 17,9% des médecins généralistes connaissaient la maladie. Ça a un peu augmenté à 30% avec l'arrivée des rhumatologues en Afrique subsaharienne. Et vous voyez que c'est seulement un tiers des médecins généralistes formés qui connaissaient cette maladie. Ici, dans ce papier, on aborde le niveau de connaissance au niveau de la famille. Donc, en plus que les médecins généralistes n'avaient pas un bon niveau de connaissance de la maladie, on se rend compte que même les familles qui ont des parents lupiques ont un niveau de connaissance qui est insuffisant, bien qu'ils vivent la maladie au quotidien. Donc, lorsqu'on a posé aux familles, est-ce que le lupus était une maladie héréditaire? On a vu que 89 pensaient qu'elle était héréditaire,
21 pensaient qu'elle était non héréditaire. La bonne réponse est donnée ici, c'est non, dans ce travail. Donc, quand on regarde les réponses données à chaque question posée, on se rend bien compte que les familles avaient un mauvais niveau de connaissance de la maladie. Donc, c'est une maladie qui est méconnue, tant par les familles que par les praticiens que nous sommes. Cette maladie aussi présente un enjeu diagnostique. Et le premier enjeu diagnostique, c'est le long délai de consultation. Ces 5 études que vous avez à l'écran, on constate au Bénin 15 mois de délai diagnostique, au Nigeria 7 mois, au Cameroun 6,5 ans de délai diagnostic, au Congo, Angola, qui a publié en 2023 un article, rapportait donc un délai diagnostic de 27 mois. Ce long délai diagnostic explique ainsi les formes que nous avons, qui sont polymorphes et explique bien la sévérité de la présentation en Afrique subsaharienne. L'enjeu diagnostique, toujours dans le long délai de consultation, il est également lié à la perception que les médecins ont de la maladie. On a interrogé dans ce papier des médecins pour savoir qu'est-ce qui faisait qu'il y avait un retard de diagnostic au cours de la maladie lupique. Eh bien, ils rapportaient le faible niveau de connaissance des médecins généralistes, le faible niveau de revenus financiers, les difficultés d'accès au système de santé. Les rhumatologues ne sont pas répandus partout, les internistes ne sont pas répandus partout, ce qui fait que les patients qui sont à l'intérieur du pays ou dans des zones rurales ont du mal à arriver vers les médecins. Le recours aux tradipraticiens, maladie méconnue, maladie qui est chronique, maladie qui fait souffrir les familles, rapidement on va vers donc les indicateurs de sorcellerie, d'envoûtement, et donc les familles font beaucoup recours aux tradipraticiens et ça peut justifier donc cet enjeu diagnostique. Et surtout, l'absence de texte diagnostique, c'est pas tant l'absence de texte, mais nous n'avons pas de laboratoire pour faire des diagnostics spécifiques assez rapidement. La plupart de nos pays, on envoie les tests à l'étranger. Il faut attendre 2-3 semaines, ça coûte tellement cher. Et donc, on ne pose pas de diagnostic rapidement. C'est une maladie qui a également un enjeu pronostique. C'est une maladie grave et mortelle comme on l'a présenté depuis le début. Ce papier a essayé d'explorer la fréquence des atteintes rénales au cours de lupus ou des manifestations graves. C'est une méta-analyse avec à peu près 5 à 6 études réalisées uniquement sur le continent africain et il en ressort que à peu près 50% de nos patients sont vus avec une atteinte sévère et grave. Donc c'est vraiment une maladie qui pose un problème pronostique. Le dernier enjeu de cette maladie, c'est l'enjeu thérapeutique. C'est une maladie qui est sous-traitée dans notre zone. Elle est sous-traitée et parce qu'on ne dispose pas de beaucoup de ressources. Lorsqu'on fait la revue de la littérature, les 3 molécules les plus utilisées sont les corticoïdes, l'hydroxychloroquine et les anti-inflammatoires non stéroïdiens. L'accès aux immunosuppresseurs conventionnels reste également difficile. Azathioprine, mycophénolate, cyclophosphamide, pour ne citer que ceux-là dans les immunosuppresseurs conventionnels, reste très difficile, comme le montre ce papier, où à peine 20% des patients pouvaient bénéficier de ces molécules de 2e ligne. Maladie sous-traitée du point de vue médical, on n'a pas accès aux thérapeutiques, mais ce que j'ai aimé dans ce papier montre également qu'il n'y a pas que l'aspect thérapeutique médicament lié au lupus, mais il y a également accès aux autres technologies thérapeutiques qui encadrent la maladie lupique. En cas de néphropathie, les centres de dialyse n'existent pas pour tout le monde. En cas d'atteinte cardiovasculaire majeure avec des atteintes coronariennes, on n'a pas forcément les capacités de faire des traitements chirurgicaux pour pouvoir améliorer le pronostic de nos patients. Donc, la maladie est sous-traitée parce que le médicament existe, mais on n'y a pas accès, mais également d'autres technologies thérapeutiques qui peuvent améliorer le pronostic des patients ne sont pas disponibles, notamment pour la dialyse. Et on remercie les autorités de notre pays, au passage, d'avoir ouvert le centre de dialyse qui va nous permettre d'améliorer le pronostic de nos patients. Face à tous ces enjeux, que pouvons-nous faire? Le premier défi, c'est un défi promotionnel. Et vous savez qu'il existe la journée mondiale du lupus
tous les 10 mai de chaque année, nous célébrons le lupus. Monsieur Cissé, chaque année, a le plaisir de faire une belle journée sur le lupus au Mali. Et merci, monsieur, de nous partager votre expérience à travers les réseaux sociaux, à travers WhatsApp. Nous recevons toutes vos communications ou tout ce que vous faites pour le lupus. Donc, ce 10 mai, c'est leur journée. C'est une journée pour faire de la promotion. C'est une journée pour parler du lupus. Et je pense que c'est une belle journée pour pouvoir sensibiliser le public au lupus. C'est une façon de relever le défi et surtout le défi promotionnel. Le défi diagnostic. Il faut améliorer le niveau de connaissance de cette maladie, que ce soit chez les praticiens, que ce soit au niveau des familles. Dans ces deux papiers qui sont sortis récemment en 2022 et je crois 2023, ils ont essayé de voir si le fait d'apporter une formation continue à des médecins généralistes, à des médecins spécialistes, améliorait la prise en charge globale du lupus. Et effectivement, qu'est-ce qu'ils ont vu? Il y avait une amélioration des connaissances et des pratiques et la prise en charge optimale a été améliorée. Donc, il faut former. C'est vraiment le défi diagnostic. Former et en parler. Le défi diagnostic repose aussi sur un diagnostic précoce de la maladie. Il faut pouvoir reconnaître rapidement les signes d'alerte de la maladie. Et ça commence par un examen minutieux. Il faut qu'on évite de découvrir les maladies à des stades très avancés, avec des atteintes vasculaires comme aux mains, nécrotiques comme aux pieds, ou la léopécie caractéristique du lupus. Les signes d'alerte sont assez courants. C'est la fatigue intense, la fièvre inexpliquée, les douleurs articulaires, la photosensibilité, et puis la fameuse éruption en aile de papillon. Diagnostiquer la maladie tôt, c'est la diagnostiquer au stade d'atteinte cutanée et ou articulaire. Ici, ce papier a étudié la chronologie d'apparition des manifestations au cours du lupus érythémateux systémique et on se rend bien compte que les manifestations articulaires, la photosensibilité et l'éruption malaire sont vraiment les lésions principales, initiales de la maladie. Donc, il faut diagnostiquer tôt. Dès qu'il y a la lésion cutanée, n'hésitez pas à envoyer chez un dermatologue. Il peut faire des biopsies cutanées pour mettre en évidence les dépôts de compléments au niveau des tissus. Donc, manifestations articulaires, fatigue, fièvre, lésions cutanées doit nous faire penser chez la jeune femme en âge de procréer à un lupus et donc prescrire les examens qu'il faut. Et pour ça, on est aidé aujourd'hui par des critères de classification. Professeur Zabsoré en a parlé. Je vais en parler sous un autre angle, ces critères de classification. On a eu les premiers en 97, ACR, SLIC en 2012 et un peu moins connu, EULAR en 2019. Alors, les critères EULAR ont l'avantage de permettre un diagnostic précoce. Il faut 10 points. Et les 10 points, on les obtient assez facilement. Dès lors que vous avez des anticorps antinucléaires qui sont positifs, c'est-à-dire à un taux de 1 sur 80 unités, il vous faut chercher 2 ou 3 critères qui permettent de classer comme maladie lupique. La présence d'anticorps DNA natifs est cotée à 6 points. Donc, on a déjà 6 points, il reste à trouver 4 points. La présence d'un érythème cutané, c'est 6 points. Donc, 6 points pour l'érythème, 6 points pour les anticorps anti-DNA natifs, vous pouvez classer aujourd'hui grâce aux nouveaux critères comme lupus érythémateux systémique. Ça permet de gagner du temps par rapport aux autres critères où il fallait une conjonction de plusieurs critères. Et la sensibilité des critères ACR 2019 est vraiment performante. Ils sont à plus de 90% de sensibilité et de spécificité. Diagnostiquer tôt, ce n'est pas oublier la femme enceinte. Et je remercie le professeur Zabsoré d'avoir parlé de la femme enceinte. Nous avons une expérience un peu négative de ces jeunes filles qui, à l'âge de 20 ans, font des fausses couches, qui se révèlent être, quelques années plus tard, des lupiques et on les perd rapidement. Il ne faut pas oublier, devant une fausse couche de la jeune fille, qu'il y ait des lésions cutanées, des lésions articulaires ou pas, de faire un bilan auto-humain, justement pour rechercher le lupus chez ces dames.
ou en tout cas les syndromes des antiphospholipides associés au lupus. C'est le message que je tiens à faire passer parce que on a perdu plusieurs patientes comme ça. Fausse couche à l'âge de 18 ans, 19 ans. À 30 ans, c'était un lupus avec toutes les manifestations les plus sévères. On aurait pu faire quelque chose à 19 ans et ce n'est qu'à 30 ans qu'on découvre la maladie et il est un peu trop tard. Donc, diagnostiquer tôt, c'est notre défi. Et on peut le faire. On a aujourd'hui des nouveaux critères qui le permettent. Il faut penser. Le défi thérapeutique, c'est celui de l'accès aux thérapeutiques innovantes et conventionnelles. Améliorer l'accessibilité des molécules aux molécules immunosuppressives conventionnelles. Voici les molécules les plus prescrites. Vous voyez, glucocorticoïdes, ça, on les utilise bien. L'hydroxychloroquine, on l'utilise bien. Quoique dans ce papier, c'était 93%, c'est bien. Mais dès qu'on rentre dans l'azatropine, mycophénolate, cyclophosphamide, on chute à des taux vraiment inférieurs à pratiquement 10% des patients. Nous, ici au Congo, on a la chance, on a commencé à dispenser le mycophénolate à nos patients. Ça nous aide énormément. On n'a pas accès aux biothérapies ou aux biosimilaires, mais on arrive comme ça à stabiliser nos patients avec néphropathie sévère. Le défi thérapeutique, il se poursuit par l'accès aux thérapeutiques innovantes et conventionnelles. Alors, il y a plusieurs molécules qui sont en cours de développement. Le bénilumab, celui qui est le plus connu, qui est sorti dernièrement, mais il y a tout un panel de molécules qui sont en cours de développement pour essayer de bloquer non seulement la cascade inflammatoire, mais également la réponse immunitaire. Les facteurs limitant l'accessibilité en Afrique subsaharienne à ces molécules sont le coût. Et ici, c'est se poser la question s'ils peuvent être pris en charge par les caisses d'assurance maladie universelle qui se mettent en place dans les différents pays. Ça serait l'idéal pour nous, pour pouvoir vraiment traiter nos patients et avoir les ressources thérapeutiques qu'il nous faut. Autre chose, c'est que souvent les plateaux techniques sont peu adaptés pour minimiser les risques de leur utilisation. Vous savez que les biothérapies exigent une certaine surveillance. Il y a des risques d'infection qui augmentent, il y a des risques de cancer qui augmentent, les complications cardiovasculaires également sont importantes avec ces thérapeutiques. Ce n'est pas tout d'avoir la biothérapie, mais il faut avoir tous les moyens qui permettent de contrôler les effets secondaires et les risques liés à l'utilisation des biothérapies. Le dernier défi au cours du lupus, c'est le défi social. On n'en parle pas beaucoup de ce défi social. On reste très clinicien, signes cliniques, thérapeutique, manifestations, épidémiologie. Mais c'est un vrai drame social. Dans ce papier, en Afrique du Sud, ils ont essayé de voir comment vivaient les personnes qui avaient un lupus érythémateux disséminé. Et donc, j'ai traduit la conclusion, qui est ici en anglais, mais qui n'apparaît pas bien. Et donc, qu'est-ce qu'ils disent? Dans cette étude portant principalement sur les femmes sud-africaines défavorisées, le lupus érythémateux est associé à des expériences de vie complexes et difficiles. Le caractère chronique, récidivant, imprévisible de la maladie, ainsi que la mauvaise compréhension et l'acceptation insuffisante du lupus, aggravée par un contexte de pauvreté et de structures de soutien social inadaptées, ont un impact négatif sur divers aspects de la vie quotidienne, tant sur le plan professionnel, social que personnel. Donc, elle a un impact majeur sur la qualité de vie. C'est un vrai fardeau social pour ceux qui vivent avec le lupus. En conclusion, en Afrique subsaharienne, on dispose de peu de données en population. Donc, il faut préciser ces données. Les principaux enjeux sont l'enjeu promotionnel lié à la méconnaissance de la maladie, l'enjeu diagnostique lié au long délai de consultation, l'enjeu pronostic lié à la sévérité et gravité de cette affection, l'enjeu thérapeutique, difficulté d'accès à l'immunothérapie. De ces enjeux donc découlent des défis promotionnels, mieux faire connaître le lupus, aussi bien auprès des populations que des médecins, donc des soignants. Le défi diagnostique, améliorer le délai de diagnostic, qui reste encore trop long. Le défi thérapeutique, qui est d'améliorer donc l'accès aux traitements immunosuppresseurs, non seulement conventionnels, mais innovants.
Et bien sûr, le défi social, améliorer la qualité de vie des patients, lui pique. Je vous remercie pour votre aimable attention.